l'instant, on a relativement peu d'éléments, si ce n'est que ce sont des éléments effectivement dramatiques, puisqu'on a sur site là-haut la découverte de 4 corps, 2 personnes de sexe masculin, 2 personnes de sexe féminin, dans un véhicule break BMW immatriculé en Grande-Bretagne. Bonsoir, merci d'être fidèle au rendez-vous de l'heure du crime, où nous allons revenir ce soir sur une affaire dont le seul nom agite nos imaginations, la tuerie de Chevaline. 8 ans après, le mystère demeure sur ce quadruple assassinat le 5 septembre 2012 sur un chemin forestier dans la montagne, en pleine nature, en Haute-Savoie. Une famille de touristes anglais, les Al-Hili, prise pour cible par un homme seul armé d'un pistolet automatique. Le père, la mère et la belle-mère tués de sang-froid. 2 petites filles âgées de 7 et 4 ans qui échappent aux balles du tueur. Un cycliste français, Sylvain Mollier, également abattu froidement. Aucun témoin direct. Une fusillade barbare et à ce jour encore inexpliquée. 8 ans d'enquête, des dizaines de gendarmes mobilisés pour retrouver le meurtrier, des pistes multiples, transitant par l'Angleterre, la Suisse, l'Espagne et même l'Irak. Les hypothèses nombreuses, un déséquilibré, un règlement de compte, un contrat sur fond de différends financiers, autant de vérifications qui ne vont rien donner, des pistes qui vont s'évanouir. Nous allons voir avec nos invités comment, depuis 1 an, l'enquête a changé de voilure et de cap. Une toute nouvelle équipe aux commandes, de nouveaux espoirs et de nouveaux témoignages attendus. Ceux des 2 petites filles rescapées, les seuls témoins de la tuerie de Chevaline, Zeynab et Zina Al-Hili, qui doivent être réinterrogés. Peut-être cette fois parviendront-elles à reconstituer leurs souvenirs et à apporter un indice nouveau. On vous révélera également pourquoi, après 8 ans d'investigation acharnée, la piste locale est celle qui prévaut, la piste prioritaire. Les enquêteurs, la justice n'ont jamais baissé les bras dans cette affaire. Ils sont toujours persuadés que la lumière, la vérité, finira par jaillir dans ce dossier voué jusqu'ici à l'obscurité. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Retour ce soir sur la tuerie de Chevaline. 8 ans après, alors qu'on croyait l'enquête immobile, de nouvelles investigations prennent tournure. Mais seront-elles suffisantes pour qu'on connaisse enfin la vérité ? Ce 5 septembre 2012, vers 15h45, un cycliste britannique, William Brett Martin, arrive au sommet du chemin de la Combe d'Ire, dans la forêt de Chevaline, au-dessus du lac d'Annecy. Là où une route forestière, débouche sur un petit parking. Le randonneur en VTT aperçoit soudain une petite fille désorientée, ensanglantée, qui marche vers lui et s'effondre. Il voit aussi au sol un cycliste, celui-là même qui l'a dépassé il y a quelques minutes dans la montée à vélo. Ce cycliste, qui s'appelle Sylvain Mollier, est affalé auprès d'un gros break BMW violet, immatriculé au Royaume-Uni, dont les roues, après une marche arrière précipitée, continuent à tourner dans le vide. Un homme à l'avant du véhicule et 2 femmes sur la banquette arrière sont criblées de balles. À 15h48 précisément, les secours sont prévenus. 25 douilles sont récupérées par les gendarmes. L'immatriculation de la BMW mène directement à une certaine famille Al-Hili qui habite Londres, des touristes arrivés le 29 août en France et qui font du camping dans la région. Ils ont installé leur caravane au solitaire du lac. Ce 5 septembre, ils ont emprunté la route de la Combe d'Ire, fait des photos dans un virage, puis sont venus s'arrêter sur le petit parking. 3 morts dans cette famille. Le père, Saad, 50 ans. Iqbal, son épouse, 47 ans, et Souaïla, 74 ans, la mère d'Iqbal. La petite Zaïna, 7 ans, est grièvement blessée. Et ce n'est que quelques heures plus tard que les gendarmes, stupéfaits, vont découvrir une autre petite fille, Zina, 4 ans, tétanisée, prostrée entre les jambes de sa mère morte, qui lui avait demandé de rester cachée. Bonsoir Serge Puyot.
Bonsoir Jean-Alphonse. Vous êtes notre correspondant RTL à Grenoble. Vous avez suivi dès le début cette enquête que vous connaissez par cœur et qui démarre donc sur cette incroyable scène de crime. Serge, quelle est alors la conviction, s'il y en a une, des enquêteurs à la vue de ce décor presque dantesque ? Bien, le problème, c'est que les enquêteurs n'ont aucune conviction, justement. Il y a là une famille britannique décimée, un cycliste savoyard qui habite Ugine à proximité, qui est également tué sur cette scène de crime. Donc, ils ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Tout est envisagé. Une rencontre fortuite avec un tueur fou, un contrat qui aurait pu être passé pour éventuellement tuer des membres de cette famille britannique. Est-ce qu'effectivement le cycliste d'Ugine est également visé au départ ? Vraiment, c'est le flou le plus total. Absolument. Donc c'est un puzzle macabre, donc et évidemment qu'on va détailler au fil de toute cette émission de l'heure du crime. Madame Denisot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes procureur à Annecy, en charge de cette affaire. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de RTL et d'être au téléphone de l'heure du crime. On va revenir avec vous sur les pistes possibles pour expliquer cette tuerie, ou peut-être la seule piste valable qui reste, vous nous le direz ce soir. Tout de suite, en quelques mots, 8 ans se sont écoulés depuis le massacre. Où en est l'enquête ? Alors, le dossier dit de la tuerie du Chevaline, à bientôt 8 ans de la commission des faits, est un dossier qui est toujours non élucidé. À notre grand regret aujourd'hui, vous l'imaginez bien, malgré toutes les investigations qui sont toujours menées depuis 2002. J'avais communiqué depuis mon arrivée à Annecy en 2016, 2017, 2018 et l'année dernière sur le fait que ce dossier restait actif, mais nous étions incontestablement dans une position un peu attentiste, c'est-à-dire que toutes les pistes qui avaient été ouvertes depuis 2002 étaient fermées les unes après les autres, sans élucidation, et nous étions en attente d'une dénonciation, d'un repentir, d'un coup de chance, d'une affaire judiciaire autre qui nous permette de découvrir l'arme, par exemple. C'est cette position attentiste sur un dossier de cette nature, tellement exceptionnelle, est apparue aux deux magistrats instructeurs et à la section des recherches de Chambéry comme une position qui n'était pas satisfaisante. Qui n'était pas la bonne, pas suffisante. Qui n'était pas suffisante, voilà, qui n'était pas satisfaisante. Et donc, à l'occasion notamment du départ annoncé des enquêteurs historiques, c'est-à-dire que depuis 2002, vous imaginez bien que les militaires de la gendarmerie changent à l'occasion de mutation ou de départ à la retraite, il est apparu absolument nécessaire que la mémoire de ce dossier ne se perde pas. Et le colonel Devigny, qui commande la section des recherches, a proposé aux magistrats instructeurs, ce qu'ils ont accepté et ce qu'ils coordonnent, la réactivation d'un groupe d'enquête avant le départ des enquêteurs historiques pour qu'on puisse tuiler l'information, transmettre la mémoire de ce dossier. Et donc, depuis un peu plus d'1 an maintenant, il y a de nouveau un groupe d'enquêteurs dédié à ce dossier, avec des rôles définis, notamment un analyste criminel, des différents enquêteurs, dont un détaché de la compagnie d'Annecy qui connaissait bien le dossier, même s'il n'a pas forcément été présent depuis le début. Et depuis plus d'1 an, tout le dossier est revu, si vous voulez, avec un œil un peu nouveau, un angle peut-être nouveau, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas piste par piste, on le regarde de manière plus générale pour se dire est-ce qu'on a oublié quelque chose. Et donc tout est passé au crible. Tout est passé au crible, ça veut dire les enquêteurs vont en quelque sorte picorer dans les pistes qui avaient été ouvertes, si je vous comprends bien. Picorer plus généralement maintenant tout le dossier, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on le reprend, on l'analyse et on essaye de voir si malgré l'importance du travail et la qualité du travail qui a été effectué tout au long de ces années, on a pu passer à côté de quelque chose. Ça, c'est le regard nouveau sur ce dossier-là. On reprend tout, on l'analyse et on vérifie qu'on n'a pas oublié à un moment d'exploiter un détail, ce qui peut paraître un détail, qui aurait pu paraître insignifiant, mais qui a son importance. On regarde si toutes ces portes qui ont été fermées sont réellement fermées, c'est bien ça? Voilà, exactement. Et si on n'a pas oublié quelque chose. Une nouvelle équipe d'enquêteurs donc qui va revoir ces pistes multiples qui en 8 ans ont fini par se rétrécir comme peau de chagrin et se tarir, mais qui n'ont peut-être pas livré tous leurs secrets. Pas plus que les profils des victimes et celui sans visage, sans identité du tueur, qui a peut-être laissé derrière lui plus d'indices qu'on ne le croyait. Jamais enquête n'a suscité autant de pistes, d'options, de possibilités, de mobiles divers et variés.
Dans les jours, les semaines, les mois qui suivent la tuerie, les gendarmes fouillent dans toutes les directions. Les enquêteurs sont bien évidemment à la recherche du meurtrier, mais ils courent aussi après le mobile de ce massacre. Un crime de sang-froid, une exécution. Le tireur ne voulait laisser aucun témoin vivant derrière lui. Plus de 20 projectiles tirés, 2 victimes tuées par des balles dans la tête. Zaina, 7 ans, retrouvée errante sur le parking, a été frappée à coups de crosse par un tueur à court sans doute de munitions. Un authentique acharnement sur cette petite fille miraculeusement rescapée qui est alors opérée en urgence et placée dans un coma artificiel. Pour trouver le mobile, il faut s'intéresser aux victimes. La famille Al-Hili retient évidemment l'attention. Une riche famille qui avait fui l'Irak de Saddam Hussein pour s'installer en Angleterre. Une grande maison à Claygate, dans le Surrey. Une grande propriété à Malaga, en Espagne. Un compte en banque avec 1 million d'euros dans une banque suisse. Un patrimoine conséquent. Saad Al-Hili, le père de famille qui vient de trouver la mort dans la fusillade, est ingénieur dans une société d'électronique. Société qui va être soupçonnée de travailler pour des programmes militaires. De quoi transformer l'ingénieur en personnalité sensible. Information très vite démentie. Saad Al-Hili a un frère, Zaïd, avec qui les relations ne seraient pas au beau fixe. Ils se disputeraient tout simplement la très confortable fortune familiale. Zaïd aurait été en contact téléphonique fréquent avec la Roumanie dans les jours précédant la tuerie. La piste financière prend dès le début de l'enquête de plus en plus de poids. Zaïd est interrogé. En aurait-il voulu à son frère au point de le faire exécuter ? Le procureur de l'époque, Éric Maillot, estime qu'il faut chasser les doutes. Il indique « Il est clair que des appels émis ou reçus depuis l'Europe de l'Est quelques jours avant un meurtre, ça intrigue. Un différend familial sur fond de gros sous, les investigations vont pour un petit moment prendre la direction de l'Angleterre. » Serge Puyot, notre correspondant à Grenoble, un mot sur la piste de la famille Al-Hili qui va beaucoup mobiliser les enquêteurs. Scotland Yard à Londres, la Metropolitan Police va même être sollicitée, Serge. Ah oui, effectivement, ça se focalise sur cette famille et notamment leur résidence en Angleterre. Donc il y a des investigations très poussées là-bas, des perquisitions de la maison. On se demande effectivement si l'origine de cette affaire, de cette tuerie, ne vient pas de là-bas. C'est vrai que le frère Zaïd Al-Hili a été interrogé de multiples reprises. Les enquêteurs ont cru à sa culpabilité à un moment, pensant qu'il avait payé un tueur à gages pour supprimer son frère et une partie de sa famille pour toucher l'héritage, parce qu'il y avait une convoitise sur cet héritage qui est estimé entre 3 et 5 millions d'euros. Zaïd Al-Hili a même essayé de retirer d'une banque suisse à Genève 1 million d'euros avec un jeu de fausses signatures. Donc c'est vrai que tout ça a intrigué les enquêteurs et ils se sont focalisés longtemps sur Zaïd Al-Hili. Malheureusement, pour eux, la piste n'a pas abouti. La piste n'a pas abouti malgré ce profil effectivement qui porte à suspicion, on pourrait dire. Serge, en un mot, est-ce que à cause de cette tapsée de fixation sur cette piste, est-ce que les autres pistes à ce moment-là ont été mises de côté ou un petit peu plus entre parenthèses ? C'est vrai qu'on s'est focalisé sur la piste anglaise et la piste concernant la famille Al-Hili, totalement non plus la piste locale, parce que quand on a commencé à voir du côté des enquêteurs, que la piste au niveau étranger ne fonctionnait pas, on s'est dit effectivement, est-ce qu'il ne faut pas revenir à une piste plus locale d'un tueur fou qui n'aurait pas de lien avec les victimes, qui aurait voulu faire un carton, comme l'on dit, tuer gratuitement des gens. Un homme qui aurait pu aussi être surpris par les victimes en train de se livrer à des agissements répréhensibles et il aurait alors décidé de tuer tout le monde. Donc c'est vrai que l'hypothèse du tueur fou, du tueur qui est là par hasard, a repris de la consistance. Oui, on a même pensé à l'époque, Serge, et on s'en souvient, et vous aviez évidemment évoqué cette hypothèse, à une hypothèse terroriste, c'est-à-dire quelqu'un qui serait en train de s'entraîner dans cette forêt et qui aurait été surpris en train de manier une arme.
Madame Denisot, je reviens vers vous, procureur d'Annecy. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que ces pistes qu'on vient d'évoquer, ces pistes à l'étranger, en Angleterre, sont toujours d'actualité, ou bien 8 ans après, on en revient à la piste locale? Alors, la piste anglaise, elle est, comme toutes les autres pistes qui ont pu être ouvertes, les services secrets, les liens professionnels, les éventuelles motivations qui ressortent de la vie privée, toutes ces pistes-là ont été en l'état fermées. La piste britannique comme les autres. Il ne reste pour le moment que la piste locale. Moi, je crois qu'elle est une piste sérieuse, véritablement. C'est la piste qui prévaut, selon vous, en tout cas celle où on peut poser une priorité dessus, c'est ça? Oui, incontestablement. À mon sens, oui. En tout cas, je la crois tout à fait raisonnablement possible. C'est une piste qui est soumise à débat au sein de mon parquet, dans des discussions avec les magistrats instructeurs. À titre personnel, je crois que c'est une piste véritablement raisonnable. Retour donc, 8 ans après, à la piste locale. Un bain de sang qui ne serait pas le fruit d'un contrat, mais peut-être le résultat d'un concours de circonstances, d'un hasard malheureux ou encore l'œuvre d'un tueur psychopathe. Retour pour les nouveaux enquêteurs de la cellule Chevaline sur les lieux du crime, là où se cacherait depuis le premier coup de feu la clé de l'énigme. Les pistes étrangères, et notamment tout ce qui touche à la famille Halili, vont être peu à peu abandonnées par les enquêteurs et n'avoir plus, 8 ans après les faits, de réelle consistance. La tragédie de Chevaline se serait donc jouée localement. Tout est imaginable. Un tireur prêt à faire feu sur la première cible venue, ou bien un individu guettant une personne précise, mais qui aurait été dépassé par sa folie meurtrière, apeuré à l'idée d'être reconnu. Le problème, c'est que l'autopsie n'a jamais formellement établi l'ordre dans lequel les victimes ont été abattues. On ne sait pas si c'est le cycliste Sylvain Mollier qui a été tué en priorité, ou tout au contraire si c'est la famille Halili qui était la cible numéro 1. Dans tous les cas de figure, les profils des victimes ne semblent pas attirer la foudre. Les bisbilles familiales évacuées, rien de suspect autour des Halili. Rien non plus du côté du cycliste Sylvain Mollier. Il faisait une sortie en solo pour tester un vélo de course flambant neuf sur une route que lui avait conseillé son beau-père. Sylvain Mollier, 45 ans, père de famille discret, marié, travaillait dans le coin. On ne lui connaissait aucun ennemi. Les gendarmes vont également s'intéresser de près à tous les témoins possibles de la scène. Le cycliste britannique qui a découvert le carnage, William Brett Martin, un ancien militaire de la Royal Air Force. Puis un étrange motard croisé sur cette route et qui fera l'objet d'un portrait robot, ou encore le chauffeur d'un véhicule 4x4 qui aurait roulé à vive allure dans ce secteur. Serge Pueyo, notre correspondant à Grenoble, vous avez suivi toute l'enquête pour RTL, l'enquête sur Chevaline bien sûr. On s'arrête, si vous voulez bien, un instant sur ces témoins. On commence par le cycliste britannique, le premier sur le lieu du crime. Que peut-on en dire ? Oui, c'est vrai que William Brett Martin peut intriguer. C'est un ancien membre de la Royal Air Force et très vite, effectivement, les gendarmes se sont intéressés à lui. Il était le premier sur la scène de crime. Forcément, ça peut interpeller. Et puis, certains témoins décrivent un comportement un peu bizarre, un peu énigmatique. Avec un peu distant, c'est ça ? Exactement, distant par rapport à la tuerie qui vient de survenir. Et donc, forcément, son comportement intrigue les enquêteurs. Ils vont fouiller complètement le passé de cet ancien membre de la Royal Air Force. Il habite, William Brett Martin, dans un village à proximité de Chevaline. C'est vrai que c'est un hasard incroyable qu'un Britannique comme ça découvre une scène un carnage britannique, carnage avec des Britanniques qui sont concernés. Bref, toutes les investigations vont être menées sur William Brett Martin par les enquêteurs, et cela ne va malheureusement rien donner. Effectivement, pour les gendarmes. Malgré son témoin de militaire qui prête aussi à confusion, il faut bien le dire. Exactement, on aurait pu penser effectivement que c'était quelqu'un qui connaissait aussi le maniement des armes et qui aurait pu effectivement être un tireur sur cette tuerie. Absolument.
Un mot, Serge, sur ce fameux motard. Alors là, qui va focaliser l'attention. Cet homme qui passe dans le secteur, qui est-il? Est-ce qu'on l'a retrouvé? Alors, ce motard, des témoins le voient descendre effectivement la route de la Combe-d'Ire aux heures qui coïncident avec la tuerie. Ce motard, donc, il a un casque très particulier avec une mentonnière au bas du casque. Donc, c'est un casque de moto très particulier. Il a également un bouc. Donc, au bout d'un certain moment, les gendarmes vont effectuer un portrait robot grâce aux indications des témoins de cet homme. Pendant longtemps, ils ne vont pas diffuser le portrait robot et puis au bout d'un moment, étant à court de piste, ils décident de publier ce portrait robot. Et là, effectivement, on reconnaît un homme dans la région. Un homme est pointé du doigt. C'est un ancien policier municipal de Menton-Saint-Bernard. L'homme aussi est amateur d'armes et il correspond au portrait robot. Et donc, à partir de là, il est interpellé. Et il va y avoir effectivement un interrogatoire de 48 heures très poussé, assez costaud, concernant cet homme qui va finalement être innocenté. Il a des armes chez lui, mais aucune arme qui correspond avec l'arme qui a été utilisée lors du crime. Et quelques temps plus tard, donc en mars 2015, la piste du motard va s'effondrer, parce que ce motard va finalement être identifié grâce aux investigations des gendarmes, la téléphonie mobile, les appels qui ont été passés le jour de la tuerie. On va retrouver cet homme, s'il s'agit d'un chef d'entreprise de la région lyonnaise, qui va expliquer qu'il n'avait jamais entendu parler d'appel à témoins, que c'est bien lui qui était sur la moto, qu'il était venu pour un stage de parapente, et que voilà, il ne s'était pas fait connaître parce qu'il n'avait pas entendu parler de cet appel à témoins, ce qui est quand même assez surprenant, vu l'ampleur qu'avait pris la tuerie de Chevaline dans la France entière. Dans tous les cas, cette piste aussi s'effondre, comme d'ailleurs il n'y aura pas de suite pour la fameuse voiture qui va être croisée, décrite par des témoins. Exactement. Vraiment un mot, Serge, sur la voiture. Une BMW de couleur sombre, peut-être une BMW conduite par des Britanniques, puisqu'il peut y avoir une conduite à droite de la part du chauffeur. Là aussi, des investigations ont été menées et ça n'a rien donné. Troublant, mais ça n'a rien donné. Non. Reste que dans cette fusillade, le tueur a laissé un indice, un fragment de son arme, un pistolet automatique Luger P06 Parabellum, calibre 7,65. Il a dû le recharger 3 fois pour tirer autant de projectiles. Une arme, non pas de tueur professionnel, mais de collectionneur. Longtemps en dotation dans l'armée suisse. La Suisse, toute proche de cette région de Haute-Savoie. C'est sans doute en matraquant la petite fille à coups de crosse qu'il a cassé son pistolet. Madame Denisot, procureure d'Annecy, invitée de l'heure du crime ce soir, est-ce que les recherches lancées autour de cette arme continuent ? Nos amis suisses, policiers sous le contrôle et la direction des autorités judiciaires suisses, continuent de chercher l'arme et de chercher à tracer l'arme, puisque vous savez que l'arme du crime a été assez précisément identifiée. Bien sûr, oui. Une arme de collectionneur, oui. Voilà, il est important qu'on puisse, sinon la retrouver, au moins tracer les dernières personnes dans les mains desquelles elles ont été en possession. Et donc c'est important, et les Suisses travaillent beaucoup depuis 12-18 mois, là, véritablement dans une dynamique particulièrement active. C'est un travail extrêmement important parce que l'arme ressort d'une catégorie de plusieurs milliers d'exemplaires et donc il faut tracer, vérifier, interroger et contre-vérifier encore. Et donc pour le moment, ces investigations se déroulent, mais elles n'ont malheureusement pas encore abouti. L'arme du crime, une arme de collectionneur. Des vérifications techniques dans toutes les directions. Des témoins dont les nouveaux enquêteurs de Chevaline relisent, 8 ans après, chaque déposition. Pèse le moindre mot, là encore à la recherche du détail qui pourrait faire la différence. 2 de ces témoins étaient aux premières loges de la tuerie, les filles de Saad et Iqbal Halili, Zainab et Zina. Elles n'ont dit jusque-là que quelques mots, mais pourraient devenir, peut-être très vite, les témoins clés de cette tragédie inexpliquée. Zainab Halili, l'aînée de la famille, 7 ans, n'a sans doute pas compris ce qui se passait en entendant claquer les premiers coups de feu. À ce moment-là, elle vient juste de descendre de la BMW familiale pour faire quelques pas avec son père, sur le parking du chemin de la Combe-d'Ire.
Au cours de sa déposition, recueillie avec un luxe de précaution à sa sortie de l'hôpital, entourée par des psychologues, des policiers anglais et français spécialisés, la petite fille déclarera que son père lui a brutalement pris la main pour l'emmener avec elle jusque dans la voiture pour la protéger et la mettre à l'abri. À l'intérieur du véhicule se trouve alors toujours sur la banquette arrière sa petite sœur Zina, sa mère et sa grand-mère. Le père de famille, Saad Halili, reçoit une balle dans le bas du dos alors qu'il tente de regagner le siège conducteur. Au volant, il effectue une marche arrière pour quitter au plus vite les lieux, écrase en partie le corps du cycliste Sylvain Mollier, heurte le talus et bloque les roues de la voiture. Zeynab, elle, n'a pas eu le temps de monter dans la BMW. Elle reçoit une balle dans l'épaule, puis est frappée au visage à coups de crosse par le meurtrier. Une violence extrême, on peut dire qu'on s'est acharné sur elle, dira le procureur de l'époque, Éric Maillot. Sa petite sœur de 4 ans, Zina, recroquevillée sous le corps de sa mère, que lui avait expressément demandé de ne pas bouger, Zina ne pourra pas apporter de détails significatifs aux enquêteurs, si ce n'est d'avoir entendu du bruit. Zeynab et Zina sont respectivement âgées aujourd'hui de 15 et 12 ans. Elles vivent en Angleterre, dans leur famille, dans un lieu qui est tenu secret. Depuis le drame, elles n'ont toujours fait savoir qu'elles ne voulaient pas s'exprimer, ne pas être contraintes de se remémorer ces minutes tragiques où leur vie d'enfant a basculé dans le néant. Les dernières expertises très récentes sont toutefois rassurantes. Les deux sœurs semblent avoir repris goût à la vie et ont réussi en grande partie, c'est ce que disent les psychologues, à surmonter leur traumatisme. Madame Denisot, procureure à Annecy, vous êtes en charge des investigations, bien sûr, dans le dossier Chevaline. Ces deux sœurs restent à ce jour les témoins les plus précieux de la tuerie. Vous souhaitez, je crois, depuis longtemps qu'elles soient réentendues. Qu'en est-il aujourd'hui de votre demande ? Les autorités judiciaires britanniques ont donné leur accord pour que les enfants victimes dans ce dossier, les 2 filles de la famille Halili, puissent être entendus. Elle l'avait déjà été, Madame la procureure. Hein ? Elle l'avait déjà été en toute sortie de l'événement, c'est-à-dire la grande aînée des 2 jeunes filles, alors qu'elle était sur son lit d'hôpital à Grenoble. Elles avaient donné un certain nombre d'éléments. Tous les enquêteurs, tous les magistrats qui sont dans ce dossier, beaucoup d'intervenants se disent « et si ?» les enfants pouvaient parler, pouvaient dire des choses, avaient de nouveau ou peut-être de nouvelles choses à dire. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, elles étaient jugées comme ne pouvant pas être entendues au regard des traumatismes, au regard de leur état psychologique. Elles vont être, dans un temps prochain, entendues. C'est ça. On espère que cette mémoire va ressurgir et peut-être apporter des éléments nouveaux. C'est ça. Il nous faut peut-être peu de choses. Je l'ai toujours dit, c'est peut-être à partir d'un détail ou à partir d'une petite chose que ce dossier pourrait rebondir. Et donc, il ne faut pas se priver de se donner cette chance-là. Et puis, de pouvoir les rencontrer pour qu'elles puissent nous dire, si elles veulent nous dire quelque chose, qu'effectivement, on puisse le faire. Donc, c'est une des auditions qui seront réalisées par les enquêteurs britanniques et qui nous seront communiquées. Serge Pueyo, notre correspondant à Grenoble, on vient d'entendre Madame Denisot. Est-ce que vous êtes d'accord avec Madame la procureure, à savoir que les enfants ont évidemment peut-être la clé de l'énigme, mais est-ce qu'ils peuvent apporter encore quelque chose dans cette histoire ? Oui, c'est une bonne initiative de la part de la procureure et des enquêteurs, parce qu'effectivement, il peut arriver que les enfants aient enfoui au fond de leur cerveau, de leur tête, un petit détail sous le coup du traumatisme, et que plusieurs années plus tard, eh bien, des choses puissent ressortir. C'est vrai que Zeynab, l'aînée donc de la famille Halili, au niveau des 2 petites fillettes, a simplement dit qu'elle avait vu un méchant sur le parking, sans plus de précision, impossible de dresser le moindre portrait robot, la moindre description physique précise de cet homme-là. Et donc peut-être qu'effectivement, au bout de plusieurs années, des éléments peuvent ressortir. C'est en tout cas vraiment l'espoir des enquêteurs. On a trouvé, je l'ai dit tout à l'heure, un morceau effectivement de l'arme qui va être importante, et on va en reparler d'ailleurs dans l'heure du crime un peu plus tard. Est-ce l'agresseur, le tueur, est-ce qu'il a laissé d'autres indices, des empreintes, des traces ADN ?
Les enquêteurs n'ont jamais été très précis là-dessus, mais on pense effectivement qu'une trace ADN figure dans le dossier. Ah, c'est important ça, alors, oui. Serge. Alors, on ne sait pas si elle appartient au tueur, mais en tout cas, il y a une trace ADN qui est dans ce dossier et qui pourrait éventuellement permettre, le jour où un suspect est interpellé, eh bien, corroborer les soupçons des enquêteurs. Il y a également des recherches faites sur le lot des balles qui ont servi à la tuerie. Le problème, c'est qu'il y a 10 000 boîtes de ces cartouches qui ont été fabriquées. Donc, c'est un travail de titan pour essayer de retrouver les acheteurs de ces 10 000 boîtes de balles. Donc, vous imaginez l'ampleur du travail. Mais là aussi, on a essayé et on essaye toujours de travailler sur cette piste-là, retrouver l'acheteur des balles. Quant à l'arme, vous en avez parlé. Et on va en reparler parce que c'est vraiment un moment important dans l'histoire de Chevaline. Serge, une petite question toute simple, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui comment le tueur est arrivé sur les lieux et comment il est parti? Parce qu'on est au bout du monde sur ce parking de Chevaline. Pas. On ne sait absolument pas comment ce tueur est arrivé et comment il est reparti. Ce qu'on peut dire, c'est que la famille Halili n'était pas suivie au moment où elle est arrivée dans la Combe d'Ir. Car j'avais recueilli à l'époque le témoignage d'un ouvrier qui travaillait sur un chalet juste avant le début de la Combe d'Ir. Et il a vu le break de la famille Halili passer devant lui. Et il était formel. Il n'y avait aucun véhicule, aucune voiture, aucune moto derrière cette voiture. Là, il est formel sur ce point-là. Donc on peut dire que la famille Halili est montée en toute confiance, sans être suivie, jusqu'au parking du Martinet, donc au bout de la Combe d'Ir. Et c'est là qu'effectivement le tueur se trouvait. Est-ce qu'on peut imaginer, Serge, que le tueur soit tout simplement arrivé et reparti à pied? C'est possible ou pas dans ce secteur? C'est difficile parce que c'est vrai qu'il y a une mobilisation tout de suite des autorités, des gendarmes avec hélicoptères, etc. et que c'était vraiment très dangereux de pouvoir redescendre à pied sans être repéré comme ça, même dans la forêt. Voilà, c'est vrai que ça paraît difficilement imaginable, mais dans cette affaire, tout est possible. On n'a aucune certitude, donc pourquoi pas effectivement un homme qui arrive à se cacher ou à partir dans les bois pour échapper aux premiers gendarmes qui sont sur place et à la battue qui est organisée ensuite avec hélicoptères et des forces de gendarmerie très importantes. Tout est possible. Tout est possible, et aujourd'hui des témoins réentendus, la traque de l'arme du crime et de son propriétaire, une piste locale. La justice abat ses dernières cartes pour percer le mystère de la tuerie de Chevaline, un dossier en équilibre. 8 ans après la tragédie, la cellule d'enquête Chevaline ne compte plus une centaine de gendarmes comme à l'époque, mais une poignée plus réduite d'hommes. Une cellule de veille permanente, comme on l'appelle au parquet d'Annecy. Un groupe d'enquêteurs qui ratissent méticuleusement tous les chevaux de l'enquête. Un travail ingrat, méticuleux, presque décourageant sous l'autorité de 2 juges d'instruction. Le dossier de la tuerie de Chevaline, conséquent, fait déjà une centaine de tomes. Les plus hautes autorités de l'État. Le président François Hollande en personne avait promis à l'époque que le coupable de ce massacre serait identifié et arrêté. À ce jour, ce tueur ne reste qu'une silhouette furtive. Madame Denisot, procureure d'Annecy, on sent bien que les enquêteurs, les juges, le parquet, tout le monde espère qu'un détail va tout changer. Et c'est vrai qu'il suffit parfois, dans une enquête, qu'un témoignage, un signalement puisse faire jaillir la vérité. Ces témoignages, ces signalements étaient très nombreux au début de l'enquête. Est-ce que vous recevez toujours aujourd'hui encore ce genre de messages ? Toujours. Nous recevons de manière régulière, alors c'est pas très souvent, mais de manière régulière, des signalements d'enquêteurs d'autres services qui trouvent une arme similaire et qui immédiatement font le lien avec Chevaline et interrogent et se signalent auprès des enquêteurs. Nous avons également un certain nombre de signalements qui peuvent nous être faits à titre de dénonciation, certaines plutôt malheureusement fantaisistes, ouais. Certaines émanant de personnes elles-mêmes en situation de détention par exemple, ou donnant quelques éléments de précision qui nous semblent intéressants, sont systématiquement vérifiés. Ce sont des choses qui prennent du temps, mais qui ne sont jamais laissées de côté. Voilà, donc si vous voulez, on est malheureusement,
pour la famille El Halili et pour la famille de Monsieur Mollier, sans élucidation et sans espoir d'élucidation rapide au moment où je vous parle de ce dossier. Néanmoins, depuis maintenant une grande année, on a une dynamique, non pas qu'il n'y en avait plus du tout, mais on a une dynamique nouvelle qui a été mise en place, dont j'espère qu'elle n'est pas la dynamique de la dernière chance et puis qu'après on se dira on a tout essayé parce qu'il ne faudra jamais rien renoncer dans ce dossier. Mais on a une dynamique nouvelle qui s'est mise en place et donc j'espère qu'elle va donner porter des ses fruits. résultats. Et ce que vous dites, Madame le procureur, c'est qu'il y a un espoir raisonnable de trouver la vérité dans ce dossier, c'est ça? Moi, j'y crois. J'ai envie d'y croire. On me dirait. C'est votre métier. Que je dis ça, c'est mon métier. En tout cas, je n'ai pas de découragement. Mais les 2 magistrats instructeurs qui sont en charge de ce dossier ne sont pas non plus ni blasés, ni découragés, ni désespérés. Et surtout, les enquêteurs ont envie, mais depuis 2002. Depuis 2002, les enquêteurs ont envie d'élucider ce dossier parce qu'il est exceptionnel, mais pas seulement. Le caractère exceptionnel, il vient de cette atteinte à la vie qui a été portée à ces 4 personnes qui sont décédées, mais de ce qu'on doit. Alors c'est un peu de l'émotion, mais ça participe aussi du ressort de chacun, de ce qu'on doit à ces 2 enfants qui ont échappé à la mort, qui ont vécu un drame absolument terrifiant et dont on a envie pour elles et pour leur famille et pour la famille de Monsieur Mollier de dire on n'abandonne rien, on se donne toujours les moyens de travailler et on va élucider. On va élucider, vous nous dites, Madame le procureur. Serge Pueyo, est-ce qu'on va finalement élucider cette histoire grâce à la découverte de l'arme? Car c'est l'élément matériel central et finalement c'est peut-être la meilleure piste aujourd'hui, la plus grande chance pour les enquêteurs de découvrir la vérité. Oui, c'est un élément important, effectivement, Jean-Alphonse. Cette arme, c'est un Luger P06 de calibre 7,65 Parabellum qui a équipé l'armée suisse pendant longtemps. 50 000 exemplaires de cette arme ont été produits. Et donc le tueur a utilisé cette arme et a lissé une part de sa signature de ce crime. Maintenant, effectivement, cette arme, il faut tenter de la retrouver. C'est pour ça que les autorités suisses ont été sollicitées parce que cette arme peut provenir effectivement du territoire tout proche de la Suisse. Et donc, l'obsession des enquêteurs, c'est maintenant d'essayer de remonter cette arme dont effectivement une partie de la crosse a été retrouvée sur la scène de crime. 21 balles ont été tirées, 17 ont atteint leur cible. C'est vrai que le tireur a agi avec sang-froid, avec maîtrise, mais ce n'est pas une arme de tueur professionnel, ce n'est pas une arme de tueur à gage. Non, c'est une arme de collectionneur. Voilà, c'est une arme ancienne qui peut s'enrayer, donc ce n'est pas l'arme idéale, peut-on dire, pour se livrer à un contrat pour un tueur à gage, vous comprenez? Alors justement, c'est pas une arme de professionnel, vous dites. Un petit mot, Serge, sur les collectionneurs, parce qu'ils ont aussi été passés en revue par les enquêteurs. Ah oui, effectivement, de nombreux collectionneurs ont reçu la visite des gendarmes parce qu'effectivement, cette arme provient peut-être effectivement de la collection d'un collectionneur, de quelqu'un qui aurait gardé cette arme ou qui l'aurait fournie à quelqu'un d'autre. Et voilà, cette arme aurait peut-être ensuite pu servir à la tuerie. Donc là aussi, de grosses investigations ont été menées, toujours sans résultat. Toujours sans résultat, hélas. Est-ce que vous êtes aussi confiant ou optimiste, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut employer, que Madame le procureur, est-ce que vous pensez, Serge Pueyo, vous qui avez suivi de A à Z cette enquête, est-ce que vous pensez que finalement il y aura une solution dans ce dossier Chevaline? Mon intime conviction, c'est que c'est toujours possible. La gendarmerie n'aime pas se retrouver en échec comme ça sur des affaires aussi importantes, continue à beaucoup travailler et peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, même 10 ans, le petit élément qui figure dans le dossier coïncidera avec une dénonciation, un nouveau suspect signalé par un proche. Tout peut arriver dans ce genre d'affaires. C'est vrai que 8 ans déjà, ça paraît long, mais dans une affaire aussi complexe, eh bien, on peut se dire que la clé d'énigme peut encore être trouvée. Selon vous, Serge, la clé de l'énigme, elle est donc dans le dossier. Elle est là. Elle peut être dans le dossier, tout à fait, elle peut être dans le dossier. Maintenant, il manque le petit élément qui déclenchera effectivement la piste que recherchent les enquêteurs.
Impossible de savoir si la tuerie de Chevaline, malgré la détermination des enquêteurs et le fait que les investigations se poursuivent avec acharnement, impossible de dire si cette affaire sera élucidée. Un gendarme, il y a quelques années, avait fini par surnommer l'affaire le triangle des Bermudes. Chacune des pistes étant séduisante, attirante, mais finissant systématiquement par se perdre dans cette forêt qui garde, 8 ans après, tout son mystère. Merci beaucoup, Madame Denisot, procureure d'Annecy, pour vos explications détaillées, et Serge Pueyo, correspondant RTL à Grenoble, pour votre éclairage. Vous étiez les invités de cette heure du crime, Chevaline, 8 ans après. Merci à Justine Vignot et Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, à Marc Bisset de l'avoir réalisée, et puis un immense merci à vous toutes et tous qui suivez l'heure du crime. Un très grand merci pour votre immense fidélité. Et demain soir, dans l'heure du crime, le rapt inédit du baron Ampin avec les confidences du commissaire qui a mené l'enquête. À demain soir donc, après les infos, on retrouve Éric Jean-Jean pour Bonus Track.